Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission de Table ouverte. Nous sommes le samedi 16 novembre et j'accueille aujourd'hui Sébastien Périmoni, donc représentant de Solidarité et Progrès, qui s'est rendu lors du sommet des BRICS à Kazan et que nous avons invité notamment pour en parler. Et j'accueille évidemment Charles-Henri qui est venu notamment pour parler donc, de ce sujet mais aussi de l'élection américaine et ensuite de notre actualité, de l'actualité interne du mouvement de laquelle nous parlerons en deuxième partie d'émission. Sébastien, donc vous vous êtes rendu à Kazan donc, il y a maintenant 2-3 semaines, si je ne me trompe pas. Donc Kazan qui est une ville en Russie, hein, c'est la capitale de la République autonome du Tatarstan, où se tenait une réunion des BRICS. Donc d'abord, pour nos auditeurs, il faudrait rappeler ce que sont les BRICS, en tout cas ce qu'ils étaient, quelle était la philosophie initiale, et les mutations qu'ils ont connues, puisque récemment ils ont accueilli de nouveaux membres, ce qui n'était pas vraiment prévu comme l'acronyme l'indique, mais je pense que vous nous le direz, et nous parlerons ensuite des conséquences de ce sommet, qu'est-ce qu'on peut en attendre, notamment pour la France, pour l'Occident même d'une manière générale, et quels vont être les bouleversements au niveau de la géopolitique internationale. Sébastien, je vous laisse commencer. Merci d'ailleurs de l'invitation. Déjà, je voulais... vous savez, quand Tucker Carlson a fait l'interview de Poutine, Poutine a commencé par faire une introduction d'une demi-heure sur toute l'histoire de la Russie depuis le 9e siècle. Et je vais reprendre un peu l'histoire des BRICS, qui est un peu méconnue en fait, parce que c'est une bataille aujourd'hui dont tout le monde parle, évidemment avec le sommet de Kazan, mais qui est une bataille historique, qui date depuis les années 50 finalement, avec la conférence de Bandung, les pays non alignés. Et plus important, en fait, en 1976, notre organisation, Jacques Cheminade, nous travaillions avec, à l'époque, Lyndon LaRouche, qui était un économiste américain, et qui, à l'époque, avait proposé la création d'une banque internationale de développement, que j'ai ici, qu'on pourra montrer. Et à l'époque, plusieurs dirigeants des pays non alignés, suite à la conférence de Bandung, et la grande conférence qui a eu lieu en 1967, suite à cette proposition, c'était l'idée donc de créer une banque de développement des pays du Sud. La conférence de Belgrade, d'ailleurs. C'était la conférence de Colombo, au Sri Lanka. Et le président du Sri Lanka à l'époque avait déclaré, j'ai la citation ici, parce que c'est bien de le revoir par rapport à ce qui s'est passé à Kazan, les pays en développement sont systématiquement privés de la valeur réelle de leur production par les aléas des marchés internationaux et les manipulations de la finance. Les pays développés ont façonné le système financier international en fonction de leurs intérêts. Devrions-nous, dans les pays en voie de développement, soutenir un tel système? Un domaine de grande promesse serait la création d'une banque de développement pour le tiers-monde, la banque de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Donc ça, c'est 1976. C'est-à-dire déjà, il y a la proposition de créer une banque, comme on le voit aujourd'hui avec la Chine, l'Afrique, l'Afrique du Sud, qui fait partie des BRICS, et le Brésil, qui fait partie de l'Amérique latine. Donc dès 1976, les premières bases, en fait, de ce qu'on a vu aujourd'hui réellement effectifs au sommet des BRICS de Kazan, sont posés dans cette conférence de Colombo en 1976. Parce que pour le rappeler à nos auditeurs, BRICS, c'est un acronyme, donc c'est les initiales des pays fondateurs, hein, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Enfin, au début BRIC, puis BRICS, justement, avec l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, à l'origine, c'est même... ce sont des Américains, hein, il me semble que c'est une banque américaine, enfin c'est dans une étude d'une banque américaine qui a été construit l'acronyme qui a été ensuite repris. Oui, ça a été repris, parce que c'est pour ça que j'essaie de redévelopper l'histoire, c'est-à-dire que ce n'est pas une idée nouvelle. L'association des pays du tiers-monde, comme on disait à l'époque, ou aujourd'hui des pays non occidentaux, the West against the rest, aujourd'hui c'est une idée qui est très longue, et c'est pour ça qu'à l'époque, si vous voulez, le FMI, la Banque mondiale étaient déjà des institutions qui étaient attaquées par l'ensemble des pays du Sud, mais il n'y a pas eu la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce processus. Et donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que quand Jacques Cheminade est candidat en 1995, lors de sa première candidature, il remet de l'avant cette idée de créer une banque internationale de développement en remplacement du FMI, de la Banque mondiale, qui sont ces institutions qui ont été attaquées tout au long du sommet des BRICS, de par leur fonctionnement. Et en 1995, comme vous le voyez ici, il propose de lancer la nouvelle route de la soie, tout un ensemble de projets d'infrastructures, de développement, qui aujourd'hui est effective, donc par ce biais-là. Donc ce qu'on a vu avec le sommet des BRICS, en fait, c'est l'aboutissement d'un combat historique des pays du Sud contre le système impérialiste occidental, dit de Bretton Woods, contrôlé par une monnaie qui s'appelle le dollar. En fait, et tout le sujet du sommet des BRICS de Kazan était en particulier, on pourra en reparler après,
Donc la mise en place de mécanismes de paiement, de mécanismes bancaires, de mécanismes de dédollarisation de leur économie, justement pour pouvoir enfin réaliser le rêve des pays du Sud de se développer au travers des différentes institutions qui sont mises non seulement au niveau des BRICS, mais les sommets Russie-Afrique, les sommets Chine-Afrique, les sommets Japon-Afrique et tout ça qui se mettent en place aujourd'hui. Et donc c'est très intéressant de le voir dans le temps long, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle des BRICS comme une opposition, si vous voulez, au système occidental. Mais en fait, ce n'est pas ça, parce que l'esprit des non-alignés, ce n'était pas de s'opposer à l'Occident, c'était de travailler avec un Occident qui change son logiciel pour pouvoir être inclusif, comme on l'a vu lors du sommet des BRICS de Kazan. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de revoir toute cette histoire, et qu'aujourd'hui, cet espoir est né avec tout ce qui a été développé et discuté lors du sommet des BRICS à Kazan. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en ce qui concerne le FMI, pour le rappeler, parce que c'est souvent méconnu, comme c'est une organisation internationale, on s'attend à ce que, comme à l'Assemblée générale de l'ONU, il y ait une représentation, un État, une voix, c'est-à-dire une représentation égalitaire, mais en fait, le FMI est organisé au niveau du mode de décision comme un établissement financier. Donc en fait, les États ont des parts dans le FMI en fonction de leur PIB, et ce qui explique qu'aujourd'hui, les États-Unis ont environ 20% des droits de vote en fait, au FMI. Et ce qui se passe, c'est que la Chine, par exemple, est sous-représentée au FMI, alors que son poids dans l'économie mondiale a explosé depuis 25 ans maintenant. Et au FMI, ça n'est pas encore représenté. Donc je dirais qu'il y a un conservatisme des organisations internationales liées à l'ONU, qu'on voit aussi au Conseil de sécurité d'ailleurs, qui fait qu'il y a un blocage, et ce qui peut peut-être aussi expliquer pourquoi des voies parallèles sont recherchées, puisque ces organisations internationales nées après la Seconde Guerre mondiale sont plus ou moins présentées par un certain nombre de pays dits du Sud, ou en voie de développement, ou voire même pour la Chine, on va dire développée maintenant, comme des organismes dans les mains, ou du moins dominés par les pays occidentaux, c'est-à-dire par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Oui, forcément, parce que comme tu l'as dit, ces organisations-là sont basées sur un modèle de l'après-guerre, et il s'est figé en fait au rapport de force de l'après-guerre. Et on a vu une évolution économique qui fait que bon, si on met de côté la Chine qui a son problème démographique, globalement, que ce soit au niveau démographique, en termes de croissance démographique et en termes de croissance du PIB, la dynamique a complètement évolué. Au sortir de la guerre, la dynamique était clairement dans les pays occidentaux, maintenant quand on regarde la croissance mondiale, elle est avant tout tirée par les pays en développement, et dans les pays développés, les seuls qui s'en tirent vraiment, ce sont les États-Unis. Et je pense que c'est tout l'enjeu, en fait. Les BRICS, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y a une volonté de leur part, avant tout, d'émancipation des puissances occidentales. Mais quand on dit puissance occidentale, c'est essentiellement la puissance des États-Unis qui domine le tout. Donc on voit que c'est avant tout là-dessus. Là où je veux mettre un bémol tout de même, c'est sur l'unité en fait des BRICS, qui est exactement la même chose. Quand on parle d'Union européenne, tout le monde quand il parle d'Union européenne, on a l'impression qu'il n'y aurait que des intérêts communs et une position européenne, unitaire, etc. C'est évidemment pas le cas, et chaque pays des BRICS, en plus étant très soucieux de leur indépendance et de leur souveraineté, défendent leurs intérêts. Et on voit qu'il y a des intérêts dans tout un tas de domaines qui sont aussi divergents. Donc il ne faut pas non plus mythifier des BRICS unifiés contre l'Occident, ce n'est pas le cas. Il suffit de voir entre deux des gros pays, la Russie et la Chine. Il avait été annoncé un petit peu en grande pompe un accord gazier avec Force de Sibérie 2 entre la Russie et la Chine, avec des prix défiant toute concurrence qui, quelque part, alimenteraient encore l'industrie chinoise. Quand on regarde la réalité d'un point de vue des volumes, ce gazoduc, de toute façon, même pour la Russie, ne peut pas remplacer en fait, les volumes qu'il faisait avec Nord Stream et Nord Stream 2. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, évidemment, la distance parcourue par le gazoduc étant bien plus longue, ça augmente les coûts de production. Et donc, en fait, le prix ne peut pas être aussi bas que ce qui était annoncé. Et surtout, le projet est un petit peu à l'arrêt parce que, justement, vous avez des tensions entre Moscou et Pékin, parce qu'évidemment, Pékin veut tirer les prix au maximum à la baisse, et Moscou doit faire de l'argent. Évidemment, ils ne peuvent pas en faire autant que ce qu'ils faisaient avec Nord Stream, mais ils doivent quand même en faire. Et donc, il y a une guerre sur les prix, de telle sorte que même ce prix-là, en fait, sera supérieur
au prix du gaz américain. Et donc l'enjeu, c'est quoi? C'est que pendant longtemps, et même moi j'ai pu croire ça, que les États-Unis allaient être supplantés et qu'on allait aller dans un processus de dédollarisation. Mais en fait, la situation actuelle des États-Unis avec un prix de l'énergie qui défie toute concurrence, l'arrivée au pouvoir de Trump qui quelque part peut arrêter le déclin américain et réindustrialiser le pays, parce que c'est ça la clé. Avec une énergie bon marché, quand il y a une énergie hors de prix en Europe, ils ont un prix du gaz aux États-Unis qui est inférieur à celui même de la Chine. Il va mettre des droits de douane vis-à-vis de la Chine, il va mettre des droits de douane vis-à-vis de l'Union européenne, et je pense que les États-Unis, et ils ont eux pour le coup une démographie qui tient encore la route au niveau des États-Unis, là où la Chine a une démographie catastrophique qui va être son principal problème pour les années à venir. Oui, alors, je pense les États-Unis ne sont clairement pas encore enterrés, que Trump peut amener une sorte de renouveau américain, alors que la tendance ces dernières années était plutôt clairement une dédollarisation, un déclin de l'Empire américain. On aura l'occasion d'y revenir hein, sur la question de l'élection américaine et de Trump, mais juste pour donner un indicateur, la Chine aujourd'hui perd 7 millions de travailleurs par an. C'est-à-dire que sortent de la population active 7 millions de travailleurs par an. C'est considérable, évidemment c'est dû à la masse de la population chinoise, mais c'est pour dire l'ampleur du défi pour la Chine qui va se retrouver effectivement dans une situation similaire à l'Europe ou même au Japon par exemple, qui est son voisin, ou à la Corée du Sud, qui sont ces deux voisins qui ont un taux de natalité très faible, c'est-à-dire qu'ils vont finir par manquer hein, tout simplement de main d'œuvre. Alors c'est pas pour demain, mais on peut estimer que d'ici 2040-2050 ce soit un véritable problème pour la Chine. Justement sur cette question de la désunion, enfin du moins de l'absence d'unanimité parmi les BRICS, à mon avis, un des défauts dans la presse, disons au moins française, je n'ai pas la prétention de dire que je connais l'ensemble de la presse occidentale, mais dans la presse française, le sommet de Kazan a été représenté, et d'une manière générale les BRICS sont représentés comme un pendant à l'OTAN ou au G7 ou même un OCDE bis, enfin bref, comme pour un contrepoids ou un jumeau maléfique des organisations dites occidentales qui sont censées représenter surtout l'Europe et les États-Unis avec évidemment les petits frères australiens, néo-zélandais et canadiens. Et le Japon bien sûr. Mais d'ailleurs même le Japon en réalité, quand on voit ce qui se passe à Sakhalin, donc Sakhalin c'est l'île russe qui est au nord de Hokkaido, donc qui est au nord du Japon. Le Japon a toujours des projets gaziers et pétroliers à Sakhalin, puisqu'il dépend en partie de son approvisionnement de la Russie, et que je sache avec la guerre en Ukraine, si les choses ont été plus ou moins ralenties ou gelées, les projets ne sont pas du tout jetés à la poubelle. Donc en fait, il finira par y avoir à nouveau des canaux de communication ouverts entre, disons, les différentes organisations, et on peut penser qu'il y aurait, et de toute façon il y aura nécessairement une plus grande ouverture de l'Occident vis-à-vis des BRICS pour des raisons ne serait-ce qu'économiques, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ce qu'il faut voir, c'est la vision, elle est biaisée dans la presse occidentale, parce qu'en effet, dans la vision occidentale, on a une vision de bloc, une vision géopolitique. Il nous faut toujours un ennemi, il faut toujours quelqu'un qui soit méchant à attaquer. Et si vous regardez le sommet de Kazan, si vous lisez la déclaration qui a été faite à la fin, il n'y a aucune attaque contre l'Occident. Il y a l'idée de soutenir les accords de l'ONU, les buts de développement global, il y a l'idée d'avoir un système financier qui ne soit plus basé sur une seule monnaie, mais qui soit en coopération avec le FMI. Ils demandent une réforme du FMI, par exemple. Ils ne disent pas on va s'opposer au FMI, ils demandent une réforme du FMI. Donc c'est la vision occidentale qui porte à croire qu'aujourd'hui c'est un bloc qui se constitue contre nous, mais si on regarde la réalité des choses, en fait, c'est pas le cas. Ce qu'ils proposent, et je renvoie vraiment nos lecteurs, parce que ça, c'est un document qui est passé complètement inaperçu, qui s'appelle « Amélioration du système monétaire et financier international », qui a été rédigé parce que, en fait, il y a eu la première réunion des ministres des Finances et des directeurs de banque centrale qui a eu lieu en Russie cette année, justement où a été discuté pour la première fois le système de paiement cross-border, le système de BRICS Clear, enfin tout ce nouveau système financier. Et à aucun moment donné, on voit, si vous voulez, une attaque contre le système occidental. On parlait du FMI, qui fonctionne comme une banque, vous l'avez dit.
Aujourd'hui, ce que les BRICS demandent, c'est une réforme du FMI pour que tous les pays puissent avoir voix au chapitre et même utiliser les droits de tirage spéciaux, par exemple, pour financer l'économie mondiale, etc. Donc on n'est pas... c'est pour ça que c'est important de lire la déclaration de Kazan, parce qu'il n'y a pas une opposition au système occidental, il y a juste une proposition de réforme du système financier et monétaire international. D'ailleurs, Poutine l'a dit, et c'était un des arguments de M. Cheminade lors de ces différentes campagnes, c'est que la destruction des accords de Bretton Woods, qui a mis le dollar comme monnaie principale du système financier, a amené à la catastrophe dans laquelle on est aujourd'hui. Donc il faut réorganiser le système financier, et c'est ce que proposent les BRICS justement avec ce nouveau système. Et je pense que la vision occidentale de dire c'est un nouveau bloc, etc. Et deuxième chose, quand on lit ce document sur la finance, on peut certes voir qu'il y a des oppositions entre la Russie, la Chine et certains pays, l'Inde, le Brésil, sur certains points. Mais enfin, il y a un point sur lequel ils sont tous d'accord. C'est la réforme du système monétaire et financier international. Je vous avais rappelé, vous avez évoqué les accords de Bretton Woods. Donc pour rappel, les accords de Bretton Woods mettent fin au système qui prévalait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était celui du Gold Exchange Standard. Donc c'est-à-dire qu'on pouvait échanger le dollar contre de l'or, et donc on pouvait échanger sa monnaie contre du dollar, puis obtenir de l'or en échange. C'était dû au fait que les États-Unis avaient une énorme part de la masse d'or en circulation à la fin de la guerre. Et donc c'est effectivement le président Nixon qui met fin à cette convertibilité du dollar en or, ce qui fait que le dollar est devenu la monnaie de référence dans les échanges internationaux. Il met fin à Bretton Woods. Bretton Woods, pardon, mais c'est la convertibilité du dollar en or, justement, voilà. C'est Nixon qui met fin aux années 70 voilà, à cette convertibilité, ce qui fait, c'est ce qu'on appelle le déficit sampleur en fait américain, c'est-à-dire qu'avant, si les partenaires commerciaux estimaient que le dollar perdait de sa valeur, ils préféraient le convertir en or, ce qui mettait une pression évidemment sur les États-Unis pour réduire leur déficit et autres. Maintenant, en fait, comme il n'y a plus cette convertibilité et que le dollar est la monnaie de référence pour les échanges mondiaux, principalement, mais pas que, pour tout ce qui est les marchés de matières premières, eh bien, en fait, ils peuvent faire du déficit, imprimer du dollar, sans en payer les conséquences, ce que ne pourrait pas faire un pays, par exemple, comme la France. Au bout d'un moment, si vous avez des déficits qui sont très importants, vous avez votre monnaie qui va s'effondrer et vous devez résorber le déficit, ce qui est le cas pour tous les pays du monde, mais les États-Unis n'ont pas ce problème-là. Maintenant, pour répondre à la question des échanges entre les BRICS et les puissances occidentales, j'ai envie même d'élargir, c'est quel devrait être en fait le rôle de la France. Parce que bien sûr qu'il y a là il y a la Russie qui est ostracisée à l'heure actuelle avec la guerre en Ukraine, mais il y a de facto des échanges entre la France et l'Inde, on l'a encore vu, il y avait eu d'ailleurs une rencontre entre Emmanuel Macron et le président Modi d'Inde, il y a des échanges avec la Chine, de facto il y a des échanges avec tous les pays des BRICS. La question c'est quelle devrait être la place de la France. Je pense que la France, de toute façon, qu'on le veuille ou non, est un pays occidental, mais je pense que la France devrait retrouver la voie gaullienne, c'est-à-dire que la France, pour moi, n'a pas à rejoindre les BRICS, n'a pas non plus d'ailleurs à être dans une organisation qui est belliciste comme l'OTAN. La France appartient au camp occidental, mais la France devrait être une sorte d'équilibre en fait et de pont entre les deux mondes. Et j'ai même envie de vous dire que la France aurait tout intérêt en fait à être ce pont entre les deux mondes. Pourquoi ? Parce que évidemment au niveau des valeurs, on est du système démocratique et on est plus proche des pays occidentaux, mais il n'en reste pas moins que d'un point de vue des matières premières, de la dynamique économique, celle-ci se trouve plutôt du côté des BRICS. Donc si on raisonne un petit peu long terme, la France aurait de toute façon intérêt à être en bon terme en fait avec ces pays-là pour profiter de leur croissance économique d'un point de vue notamment d'un point de vue commercial. Et la France devrait être ce pont en fait entre les deux aussi pour éviter cette montée de tension qu'on voit ou qu'on peut pressentir entre les deux blocs avec la manifestation concrète de la guerre en Ukraine. La France devrait plutôt être la voie pacifique en fait et la voie de dialogue entre les pays occidentaux et les BRICS. C'était sa vocation sous De Gaulle. Il n'a jamais renié l'appartenance de la France au camp occidental.
il a soutenu les États-Unis à l'époque de la crise de Cuba, mais il ne reste pas moins que c'est le même De Gaulle qui a eu la politique d'ouverture vis-à-vis de l'URSS, vis-à-vis de la Chine à l'époque. Et donc je pense que la France, de fait, en fait de ce poids historique et de cette politique très intelligente qui a fait le général de Gaulle, devrait retrouver cette vocation-là. Et encore une fois, ce n'est pas seulement par bon sentiment. Je pense que d'un point de vue économique, en fait, la France aurait intérêt à le faire. Donc c'est à mon avis ce point-là qu'on devrait souligner quand on parle des BRICS avant toute chose, plutôt que d'être dans une vision un petit peu manichéenne et binaire, que ce soit certains qui vont avoir tendance à déifier les BRICS en disant c'est formidable contre les méchants américains, etc. Et à contrario, ceux qui disent vous vous rendez compte, ces dictatures anti-occidentales, c'est le camp du mal, etc. Il faut arrêter et sortir cette vision manichéenne. La France, comme disait le général de Gaulle, n'a pas d'amis en politique internationale, elle n'a que des intérêts. Et je pense qu'au niveau de nos intérêts, on devrait justement se servir de pont entre ces deux mondes et ces deux visions du monde. Surtout que les BRICS n'ont pas de programme idéologique particulier. D'ailleurs, il y a des régimes assez différents au sein des BRICS. L'Inde est une république fédérale qu'on appelle régulièrement la plus grande démocratie du monde. Et effectivement, elle a un régime parlementaire avec des élections, etc. Enfin, en fait, très, très à l'occidental, d'une façon générale. Donc, par rapport à la Chine, qui est un régime de parti unique, toujours, même s'il y a eu un assouplissement sur le plan économique du régime, sur le plan politique pas vraiment, mais sur le plan économique du régime. Donc en fait, il n'y a pas de programme idéologique des BRICS, et c'est vrai que c'est de ce côté-là une différence assez importante avec l'accent qu'a pris... à imposer une ligne idéologique. L'accent qu'a pris l'Occident, à savoir, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan, c'est-à-dire que l'Occident cherche à refonder les institutions de là où l'Occident intervient, à la fois sur le plan politique, c'est-à-dire sur le plan... donc du fonctionnement du régime, mais aussi même de plus en plus sur la question des droits humains. Alors, il ne s'agit pas de dire que nos droits humains n'ont pas à être défendus, nous avons notre vision de ce que doivent être les droits humains, mais c'est vrai que cette vision des droits humains et la manière dont nous cherchons à les imposer est vue comme une hostilité, en fait, de la part de beaucoup de nos partenaires, une ingérence. Il le considère, mais ce qui se conçoit d'un point de vue d'ailleurs souverainiste, il le considère comme une sorte d'arrogance et de volonté en fait, d'imposer sa vision aux autres pays. Et ça, on peut le comprendre d'un point de vue souverainiste. Ça ne veut pas dire d'ailleurs partager les valeurs ou les modes de fonctionnement, les modes d'organisation démocratique de ces pays-là. Donc on peut comprendre d'un point de vue souverainiste qu'ils ne veulent pas en fait, que d'autres pays décident pour eux, c'est normalement la base de la souveraineté. Et il y a quand même un paradoxe dans ce qu'on dit, parce qu'en effet, on dit voilà, les BRICS n'ont pas d'idéologie, ne veulent pas imposer certaines conditionnalités, etc. Mais l'Occident, de fait, de par son fonctionnement, de par l'hégémonie du dollar, de par le FMI, on le disait, le FMI, les États-Unis ont un droit de veto. Puisque de fait, ils ont 20% des parts de la chose, et pour voter les grandes décisions, il faut avoir 85% de vote pour valider quelque chose. Donc ils ont un droit de veto au Conseil de sécurité, ils ont l'OTAN, ils ont le système financier entre leurs mains. Donc on peut donner des leçons évidemment de régime aux autres pays, mais on vit dans une dictature financière depuis les années 71. Et aujourd'hui, tu parlais de souverainisme, les pays voient le souverainisme, la démocratie et l'ouverture dans les pays des BRICS. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde veut rejoindre les BRICS, ou rejoindre les routes. Il y a 100 pays qui ont rejoint les routes de la soie. C'est-à-dire que la vision, en fait, qu'on serait face à des régimes autoritaires en face, est une vision un peu erronée. Parce qu'en fait, la dictature financière, elle est là. Et si on prend le cas de l'Afrique, qui était un des grands sujets du sommet de Kazan, ça veut dire les pays d'Afrique, si on prend les pays d'Afrique de l'Ouest, sont sous dictature financière du FMI depuis les années 70. Elles n'ont aucune souveraineté économique. On a même le problème du franc CFA, qui est une monnaie qui est contrôlée par l'Union européenne et la France. Donc on a quand même, si vous voulez, à un moment donné, ce paradoxe qu'il faut que nous, on arrête justement d'avoir cette vision des conditionnalités du FMI, etc., et arrêter de donner des leçons justement aux autres pays des BRICS, parce qu'aujourd'hui, l'ouverture, elle est de leur côté, en fait. Et ça, c'était très, très, très présent au sommet de Kazan. Donc vous vous êtes rendu à Kazan récemment, comme je le disais plus tôt.
Qu'en est-il ressorti, et notamment sur cette question de la réforme du système des échanges internationaux? Comme je l'ai dit, en fait, j'ai fait l'historique de cette idée des pays du Sud d'avoir des banques de développement pour leurs propres projets d'infrastructure. Mais la première réunion des ministres des Finances et des banques centrales a eu lieu que cette année au niveau des BRICS, j'entends au niveau des pays des BRICS. Et suite à ça, un document a été publié, qui est le document dont je faisais référence sur la réforme du système monétaire et financier international. Et ce qui en ressort, si vous lisez le compte-rendu, la déclaration de Kazan, en fait, hein, c'est que vous avez plusieurs mécanismes donc, qui ont été mis en place. Donc, le premier, c'est le mécanisme de coopération interbancaire des BRICS, donc là qui va permettre justement de faciliter les échanges en monnaie nationale, qui est l'objectif à moyen terme. Mais sachant que ça pose un problème, puisque ça on sait tous, hein, les réserves aujourd'hui de change au niveau international, c'est le dollar et l'euro, hein, à hauteur de 80%. Donc évidemment, l'idée de passer dans des paiements en monnaie nationale nécessite des systèmes qui sont extrêmement complexes à mettre en place, parce qu'on ne peut pas remplacer SWIFT en 2 jours. Hein. SWIFT, ça existe depuis 60 ans. On peut en faire des critiques, mais ça fonctionne aujourd'hui pour tout ce qui est les paiements. Donc l'idée qui a été discuté à Kazan, hein, c'est les points de 63 à 68 dans la déclaration auxquelles je renvoie ceux qui nous écoutent, hein, c'est très bien expliqué. Il y a l'instrument de paiement cross-border, donc entre les frontières, l'initiative de paiement, la task force des BRICS, BRICS Clear pour les compensations, etc. en devises. Donc voilà, tous ces mécanismes aujourd'hui ont été discutés, mais ne seront pas mis en place évidemment tout de suite. Hein, et ils veulent être mis en place justement dans le cadre d'une réforme du système monétaire et financier international, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que ce n'est pas contre le système, c'est avec le système, en essayant de changer le FMI, en essayant de changer l'héritage de la fin de Bretton Woods. Et donc il y a un vrai grand débat là-dessus, avec un autre point sur lequel il a été, sur lequel a été mis l'emphase, c'est la Banque des BRICS. Vous savez, cette nouvelle banque de développement qui est dirigée par Dilma Rousseff, qui a été reconduite, et qui aujourd'hui, il y a un capital de 100 milliards environ. Ils ont déjà annoncé qu'ils avaient fait 30 milliards de crédits, en fait crédits au développement pour les pays des BRICS, mais seulement 30% en monnaie nationale. C'est-à-dire que ça passe encore par le dollar. Donc on voit, et 30 milliards, ça reste relativement modeste par rapport aux prêts du FMI, de la Banque mondiale, qui sont de plusieurs centaines de milliards, on le sait, mais qui sont des prêts dont on ne voit pas les résultats, parce que si on regarde les prêts du FMI ou de la Banque mondiale en Afrique, par exemple, on n'a pas vu beaucoup de résultats concrets de développement sur le terrain. Hein. Les pays restent toujours les plus pauvres du monde. Donc il y a évidemment tous ces mécanismes qui sont en train d'être discutés et d'être réfléchis. Il y a la Banque des BRICS qui prend de plus en plus le pas sur le FMI et la Banque mondiale, parce que comme il était dit là-bas, le FMI impose ses conditionnalités. Je rappelle le discours de Biden, hein, quand il a été élu devant l'Union africaine, son premier discours aux Africains, il dit voilà, nous allons vous aider si vous respectez le droit des LGBT. Donc on voit tout de suite des conditions, on peut être contre ou pour, c'est pas le débat, mais on voit tout de suite ces conditionnalités qui sont mises en place, des conditionnalités idéologiques, et ça que justement la Banque des BRICS ne fait pas. Donc c'est pour ça qu'elle a attiré beaucoup de gens, et toute la bataille, on l'a vu en particulier avec l'Algérie, qui s'est battue déjà pour être dans les BRICS, qui n'a pas été pris, mais qui s'est battu après pour être dans la banque des BRICS, justement, pour pouvoir avoir accès à ces financements sans conditionnalité. Donc c'est vrai que tout le sommet de Kazan a permis de clarifier pour moi le débat et d'organiser la transition vers ce monde multipolaire dédollarisé, mais pas dédollarisé d'un point de vue en opposition au système occidental, mais dédollarisé d'un point de vue des nécessités du développement de ces pays du Sud, de se libérer à minima des contraintes imposées par ce système d'une seule monnaie. D'ailleurs, c'est dit la première phrase du document du sommet des BRICS, c'est l'opposition au système dollar. C'est quand même clairement explicite. Hein. Mais voilà, donc c'est vrai que ce sommet a été un peu historique dans le sens où c'est la première fois qu'ont été discutés et mis en place et réfléchis au niveau des États des mécanismes concrets pour sortir justement de ce système financier occidental, je le répète, impérialiste, qui impose justement ces conditions sur les pays du Sud qui ne se développent pas. Et donc on a là, de ce point de vue-là, la naissance du monde multipolaire. Et en effet, chose intéressante, parce que c'était quand même un coup stratégique très fort de Poutine, d'avoir non seulement le secrétaire général des Nations Unies donc, qui était présent,
ce qui a rendu fou Zelensky d'ailleurs, qui a refusé de le recevoir après. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Gutiérrez devait aller au sommet des BRICS puis rencontrer Zelensky, et Zelensky a annulé la visite suite à la présence de Gutiérrez au sommet des BRICS. Donc ça montre aussi la légitimité croissante sur la scène internationale des BRICS. Et évidemment, l'autre coup stratégique, c'était la présence de la Turquie, qui est un membre de l'OTAN, comme on le sait, et qui est devenu partenaire stratégique des BRICS. Parce que les BRICS, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu d'abord les BRICS, les 5 dont vous avez mentionné, puis les BRICS+, avec l'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Éthiopie. Et maintenant, c'est un système de partenariat où 13 pays ont rejoint, dont la Malaisie, la Turquie, etc., comme partenaires, l'Algérie, etc. Donc on voit quand même que ça commence à représenter 60 à 65% de la population mondiale, 40% du PIB global, et la présence du secrétaire général des Nations Unies, la présence d'un membre de l'OTAN, a conforté la légitimité de cette dynamique sans créer cette idée de division des blocs des BRICS contre l'OTAN. Et je pense que ça, c'est une des grandes leçons du sommet de Kazan. Juste là-dessus, Kylian, pour que les téléspectateurs comprennent bien, parce qu'il y a eu beaucoup de fantasmes, parce qu'il y a une espèce de billet des BRICS qui a été montré, et donc les gens se sont imaginés une espèce de monnaie, en fait, comme serait l'euro. En réalité, c'est ce qui a été dit, c'est plus un moyen, en fait, de se passer du dollar, en particulier pour les échanges bilatéraux, d'avoir un système de moyens de paiement international qui permettent de s'émanciper du dollar pour ces pays. Il ne s'agit pas de créer une monnaie de type euro qui serait une monnaie de réserve pour tous, et une monnaie utilisée par tous. En l'occurrence, c'est pas le cas, c'est vraiment une monnaie qui servirait pour les paiements internationaux entre pays et qui ne serait pas dans le portefeuille des uns et des autres, malgré la communication avec le biais des BRICS qu'on a pu voir un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc on ne changera pas de monnaie pour aller acheter son pain. Voilà, je vous remercie. Un événement qui va peut-être bouleverser les choses du point de vue de l'Occident, vis-à-vis des BRICS ou pas d'ailleurs, c'est l'élection de Donald Trump aux États-Unis, donc pour un deuxième mandat, mais pas consécutif. Hein, c'est la deuxième fois de l'histoire des États-Unis que ça arrive. Donc effectivement, donc pour rappeler le contexte, Joe Biden, donc, qui est le président sortant, ne s'est finalement pas représenté, hein, semble-t-il, en début d'année. Ou il a oublié, ça se trouve, Ou il a oublié de se présenter, je ne sais pas. En tout cas, c'est Kamala Harris, sa vice-présidente, qui a candidaté, qui au début partait sur une dynamique assez forte, puisqu'elle prenait la suite d'un Joe Biden en difficulté. Et finalement, elle n'a pas été élue après une campagne complexe, je dirais, de sa part. Et c'est donc Donald Trump qui repart pour 4 ans après un mandat de Joe Biden. Donc, je voulais savoir quelles sont vos impressions sur cette élection. Qu'est-ce que, selon vous, l'élection de Donald Trump va changer aux États-Unis et d'une manière générale dans le monde, puisqu'on sait très bien que quand quelque chose change aux États-Unis, généralement, ça a des répercussions partout. C'est une élection un petit peu hors norme, hein, comme tu l'as dit, avec le changement de candidat, avec une propagande même médiatique, que ce soit aux États-Unis, mais même chez nous, ce qui est un petit peu baroque, parce que jusqu'à preuve du contraire, les Français ne votaient pas pour cette élection américaine, mais une propagande en faveur de Kamala Harris qui était absolument dingue. Je rappelle quand même qu'à fin août, elle avait 2 points d'avance dans les sondages par rapport à Donald Trump, que quand on regarde, en fait, il y a eu sur les plus grands médias, CNN, NBC, etc., il y a eu des statistiques qui ont été faites justement sur la couverture de propos négatifs vis-à-vis de Donald Trump ou positifs vis-à-vis de Kamala Harris. Ça a été l'élection la plus biaisée de l'histoire, en fait, d'un point de vue des commentaires, complètement anti-Trump. Et malgré ça, il a réussi à gagner, et non seulement il a réussi à gagner, mais avec une victoire au niveau du vote populaire, ce qui n'était jamais arrivé depuis un candidat républicain depuis George Bush en 2004, et avec un record de voix. Il a plus de 76 millions de voix, ce qui est absolument énorme. Alors évidemment, la population américaine a augmenté, mais il n'empêche qu'il a pu avoir cette victoire-là parce qu'il a réussi à convaincre de nouveaux électeurs pour le Parti républicain, qui était traditionnellement, pour schématiser, le parti des Blancs américains. Et là, il a réussi à attirer 45% du vote latino, il a réussi à attirer 20% du vote noir, qui a été essentiellement démocrate historiquement et vraiment
Epsilon pour le Parti républicain. Donc il a réussi à attirer beaucoup de monde. Il a fait une campagne d'un point de vue purement politique, si on évacue le fond, assez extraordinaire, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a 78 ans, Donald Trump. Quand vous faites un meeting, je peux vous dire qu'après un meeting, généralement, vous êtes un petit peu fatigué. Donald Trump a 78 ans, les derniers jours de campagne, d'un point de vue performance politique pure, il faisait entre 3 et 4 meetings par jour. Et les États-Unis, c'est pas la France, c'est-à-dire qu'ils prenaient l'avion pour aller dans les différents, ce qu'on appelle les États pivots, ce qu'ils appellent swing states. Il y a les 7 États clés qui traditionnellement peuvent basculer entre démocrates et républicains. D'ailleurs, il a gagné les 7. C'est pour dire le raz-de-marée qu'il a eu. Et honnêtement, il a fait une très belle campagne face à une adversaire qui n'avait pas beaucoup de présence. Moi, j'ai beaucoup suivi la campagne américaine. Bon, après, les campagnes américaines, il ne faut pas se leurrer, c'est pas sur le fond, vous n'êtes pas sur des chiffres, sur des dossiers, c'est des grandes idées générales. C'est du show. Mais quand vous regardez un meeting de Trump, bah, vous comprenez ce qu'il veut faire. Il veut baisser les normes, il veut réduire l'immigration, il a une politique économique qui est assez claire, on voit où il veut aller. Quand vous regardez un meeting de Kamala Harris, honnêtement, c'est très très dur de sortir une idée. En fait, ces meetings se résumaient à faire venir des stars du showbiz pour faire des concerts. Mais sur le fond, honnêtement, c'est quasiment impossible de sortir une grande idée. Quand vous voyez tous les gens, parce qu'il y a une telle propagande en fait en France, mais même pas sur le fond, c'est pour démoniser Donald Trump, de dire que ce serait un nazi, un misogyne, etc. Mais que si vous demandez aux gens, en fait, qu'est-ce qu'elle proposait Kamala Harris ou qu'est-ce qu'il propose Donald Trump, ils sont incapables de vous répondre. En fait, on n'est pas sur du rationnel, on est sur une espèce de matraquage médiatique qui a lieu en France. Donc ça, c'est pour la campagne en tant que telle. Pour ce qui est des conséquences, moi je l'ai toujours dit, il faut quand même redescendre, on n'est pas américain, Donald Trump c'est le président des États-Unis, il faut se calmer. Il n'empêche qu'il va y avoir des répercussions indirectes pour la France. Il y en a qui vont être, à mon sens, positives, c'est pour ça que moi j'étais plutôt en faveur d'une victoire de Donald Trump, mais il ne faut pas non plus être naïf, Donald Trump défend avant tout les intérêts américains, il va y avoir des conséquences négatives pour la France et pour l'Europe. Les conséquences positives, c'est quoi ? C'est qu'il s'y est engagé, alors je ne vais peut-être pas le faire en 24 heures, mais il s'est engagé à mettre fin à la guerre en Ukraine. Et ça, je pense qu'un point de vue français, c'est très positif, déjà parce que si on est un peu humaniste, c'est quand même 500 000 morts déjà ce conflit qui n'aurait jamais dû avoir lieu et des morts inutiles. Et aussi, quand on pense aux intérêts de la France, c'est quand même un conflit qui coûte cher à la France. Oui, c'est des dizaines dizaines de milliards. La France donne déjà seule, Ouais. mais l'Union européenne, elle s'est déjà donné 50 milliards, elle s'est engagée à 35 milliards de plus, 85 milliards. Plus tous les autres États membres. Plus la France donnant 18,5% de tout ça, c'est-à-dire que ne serait-ce que par l'Union européenne, on a déjà donné 16 milliards d'euros. Donc il serait temps, quand on voit l'état en plus financier de la France, de mettre fin à ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, il y a aussi d'autres éléments qui sont plutôt indirects, si je veux dire que c'est plutôt culturel. C'est-à-dire comme tu l'as dit, hein, les dirigeants occidentaux ont tendance à singer les États-Unis, parfois avec 5 ou 10 ans de retard. Et Donald Trump va mener une guerre contre le wokisme et contre l'immigration aux États-Unis. Et je pense que si nos dirigeants s'inspiraient, ce ne serait pas une mauvaise chose en France. Alors quand je dis guerre contre le wokisme, attention, évidemment qu'il faut lutter contre toutes les discriminations, mais l'idée du wokisme, c'est pas ça, c'est de faire un modèle de la promotion de toutes les minorités, quelles qu'elles soient, et parfois avec une sorte de dictature des minorités sur la majorité. C'est plutôt ça, bien évidemment que par ailleurs, il faut lutter contre les discriminations. Donc ça, je pense que d'un point de vue idéologique, ça peut être bien si ça infuse chez nous. Maintenant, il va aussi y avoir des aspects négatifs, parce que, tout simplement, la France, malheureusement, appartient au bloc de l'Union européenne, et Donald Trump compte bien résorber le déficit commercial américain. Et il a deux ennemis dans le viseur. Le premier, c'est la Chine, parce que les États-Unis ont un déficit commercial de 300 milliards avec la Chine. Donc il a annoncé qu'il augmenterait les droits de douane de près de 60% vis-à-vis de la Chine. Mais les États-Unis ont aussi un déficit de 150 milliards vis-à-vis de l'Union européenne. Déficit qui est principalement celui de l'Allemagne, parce que la France est plus ou moins en équilibre avec les États-Unis. C'est-à-dire que si nous avions une politique commerciale indépendante, il n'y aurait pas d'action de Donald Trump contre la France. Mais là, on est solidaire du bloc de l'Union européenne, et donc Donald Trump risque d'augmenter les droits de douane. On parle d'augmenter les droits de douane d'entre 10 et 25%. Et ça, évidemment, ça va avoir un impact sur nos entreprises. Et d'autant plus quand on est dans un contexte actuel où on a un prix de l'énergie, et notamment un prix du gaz en Europe, qui est 6 fois plus élevé qu'il ne l'est aux États-Unis. Donc ça veut dire que potentiellement, vous allez avoir, et ça commence déjà, des transferts et des délocalisations, pour parler clairement, d'usines d'Europe et de France
vers les États-Unis. Donc il y aura des aspects négatifs à la politique de Donald Trump. Mais là encore, je pense que ça sera négatif sur le court terme. Si sur le long terme, nos dirigeants pouvaient s'inspirer, surtout quand ils n'arrêtent pas de parler de réindustrialisation, mais qui font l'inverse, de dire que peut-être que le protectionnisme intelligent vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis d'autres qui n'ont pas les mêmes normes sociales, environnementales que nous, c'est plutôt pas mal, bah peut-être que ça peut les inspirer sur le moyen terme. Mais à court terme, il va y avoir aussi des impacts négatifs à l'élection de Donald Trump. D'accord. Sébastien, vous avez Oui, quelque chose à ajouter? Je rejoins en partie l'analyse de M. Gallois. Après, je dirais que, bon, moi je ne comprends pas la Trumpmania en Europe, parce que là tout le monde veut être le nouveau Trump français, on voit, qui se profile. Après, Trump a déjà été président de la République américaine. On a déjà vu ce qu'il a fait. Et nous avons d'ailleurs nous-mêmes, Solidarité et Progrès, organisé une conférence avec son conseiller, le colonel McGregor, puisque à l'époque, Trump, dans son premier mandat, avait dit « Certes, il faut des barrières douanières, il faut une lutte commerciale contre la Chine, contre l'Europe, etc. Mais la priorité, c'est la relance et la réindustrialisation des États-Unis d'Amérique, de recréer les emplois industriels, de réinvestir via le système de crédit dans l'industrialisation. Et à l'époque, le colonel McGregor lui avait fait tout un plan pour cela qu'il n'a jamais mis en place. Et moi, je pense en effet que c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis, ça l'est moins peut-être pour l'Europe. Et le monde, parce qu'il y a un des points qui est important, c'est l'Ukraine. Je pense qu'en effet, il peut avoir une solution par rapport à la guerre en Ukraine. Ce qui d'ailleurs rajoute au danger, puisqu'on voit que Zelensky n'a plus que 3 mois aujourd'hui pour créer un incident et pousser l'OTAN à intervenir sur la question de la Russie. Et ça, ce n'est pas évidemment à éviter. Et en plus, quand on voit les nominations de Trump, certaines font plaisir. Je pense à Tulsi Gabbard, par exemple, pour diriger le renseignement. Mais quand on voit Stéphanie, quand on voit Brooks, Waltz, tous ces gens qui sont nommés, qui sont les républicains pro-israéliens et support de Netanyahou contre l'Iran, là aussi, on a encore un danger au niveau d'un conflit international qui peut se profiler avec une position très dure de Trump sur ces questions-là, par rapport au conflit israélo-palestinien. Donc le danger de guerre mondiale est loin d'être évité et je pense que la France gagnerait en prestige à se lever contre ce danger. Deuxième chose, c'est qu'en effet, par rapport à la France, on a le même problème. Si la France attend, si vous voulez, des BRICS, par exemple, un soutien ou des États-Unis, on peut attendre longtemps. Donc la politique de solidarité et progrès ou la politique des souverainistes de manière générale en France doit être également de dire voilà, comment on va redévelopper, réindustrialiser notre pays, se redonner les moyens, ce qui est impossible dans l'Union européenne évidemment actuelle, de se redonner les moyens de redévelopper notre économie et de créer les conditions justement d'avoir une France qui puisse parler aux autres. Parce qu'aujourd'hui, avec 3 000 milliards de dettes, 150 milliards de déficit, on n'est plus en mesure en fait, d'intervenir dans le monde. Vous allez, simplement un mot sur Kazan, quand vous dites que vous êtes français, dire « Ah oui, vous êtes français », les gens rigolent un peu, plus personne ne nous écoute, hein, à l'Est ou dans le Sud, malheureusement. Je ne parle même pas des pays africains qui nous ont quasiment oubliés. Donc c'est vrai que la question va se poser pour la France de redevenir une voie indépendante au sein de l'Union européenne ou en dehors. Ça dépendra un petit peu des prochaines échéances électorales. Comme Trump l'est en fait, parce que le monde va vers un protectionnisme. On est passé, je crois, 500 barrières douanières à plus de 3000 dans le monde en 10 ans. Et malheureusement, dans le système de l'Union européenne, aujourd'hui, on n'est plus capable de faire ça. Donc la France doit retrouver sa souveraineté. Et je pense que la leçon qu'on peut tirer de cette élection, c'est se battre pour éviter une guerre mondiale. La France doit à tout prix prendre des positions très fortes sur ça et redévelopper justement ses capacités industrielles et de développement qu'on a laissé tomber depuis 30 ans. Oui, c'est vrai que l'Union européenne est devenue le dernier bastion du libre-échange triomphant, en fait. Oui, là, ils se félicitent parce qu'ils ont décidé, mais ils ne savent pas encore, parce que l'Allemagne doit valider d'une taxe de 10% sur les véhicules électriques chinois, quand Trump va faire du 60 ou 70. Donc, effectivement, que c'est pas à la hauteur des enjeux, et d'autant plus que l'Union européenne est vraiment l'idiot utile de la mondialisation et du libre-échange, parce que à la fois, elle permet à tous les produits d'entrer librement, peu importe leurs normes, etc. ce qu'ils font. Et dans le même temps, l'Union européenne est la spécialiste du matraquage des normes et donc de plomber la compétitivité des entreprises en Europe et en France.
Donc on voit bien qu'en fait l'Union européenne est un des principaux outils en fait de la désindustrialisation par sa politique à la fois de libre-échange, de normes qui augmentent le coût de production et par la politique énergétique complètement folle qui a été menée depuis des années avec l'attaque permanente contre le nucléaire et les conséquences maintenant qu'on paye des sanctions vis-à-vis de la Russie. Donc en fait, ils ont réussi et ils réussissent, je pense qu'à l'heure actuelle, du fait des différentiels de prix d'énergie et de la compétitivité américaine qui va être très forte, on va assister à on nous parle matin, midi et soir de réindustrialisation, et moi évidemment j'en parle, mais en donnant des solutions concrètes pour pouvoir le faire. Je pense que malheureusement on est plutôt à l'aune d'une sorte de deuxième vague de délocalisation de très grande ampleur qui va arriver, parce que la compétitivité en Europe est catastrophique avec les normes, et en France en plus on en rajoute à l'heure actuelle avec un budget de matraquage fiscal. Donc tout ceci ne va pas bien se passer. Malheureusement, qui dit deuxième vague de désindustrialisation dit accélération de la paupérisation de la France et même des autres pays européens. Et donc évidemment, Trump est une bonne nouvelle pour les États-Unis, mais malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'équivalent, si j'ose dire, au pouvoir en Europe et en France en particulier. Bon, ce sera le mot de la fin. Trump, bonne nouvelle pour les États-Unis, mais on va dire ambivalent pour la France notamment et pour l'Union européenne d'une manière générale. Je vous remercie pour votre participation et notamment Sébastien pour sa venue. Merci à vous. Nous allons poursuivre avec Charles-Henri sur l'actualité interne du mouvement qui a été riche avec cette rentrée. Notamment, nous allons notamment nous concentrer sur la réunion de rentrée qui a eu lieu il y a environ un mois. Bon, Charles-Henri, on part sur notre actualité interne. On a eu une rentrée assez riche puisque nous avons fait notre réunion de rentrée, notre congrès, appelez-le comme vous l'entendez, avec deux tables rondes où nous avons pu avoir des invités quand même de marque avec Jérôme Sainte-Marie, Jean-Philippe Tanguy et puis Philippe Herblay. Laurent Herblay, excuse-moi. Laurent Herblay, donc, puisque Tom Benoît qui devait venir lors de la première table ronde n'a pas pu venir. Que faut-il tirer de cette rentrée et qui, à mon avis, s'est plutôt bien passée et était une réussite? Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'était une belle réussite, hein, globalement. Le public, les invités étaient très satisfaits de la journée. C'était une belle organisation et il faut remercier évidemment tous les membres du mouvement qui ont contribué à ce que ce soit une belle journée, et en particulier Gilles, qui a beaucoup œuvré pour que cette journée se passe bien. Il faut remercier évidemment tous les bénévoles et ceux qui ont aidé. Il en est ressorti beaucoup de choses. Il y a eu une table ronde qui n'était pas diffusée parce qu'elle était en interne avec les adhérents du mouvement, mais finalement on est aussi revenu dessus lors de la dernière table ronde. Les deux tables rondes d'ailleurs sont à l'heure actuelle en ligne pour ceux qui voudraient les consulter sur notre chaîne YouTube, sur cette chaîne YouTube. On mettra les liens dans la description. Oui. Donc ça a permis aussi de clarifier quelque part la stratégie du mouvement, parce qu'on a eu, et vous le savez, des évolutions dans le mouvement, sans jamais perdre à chaque fois notre objectif, hein. Il ne faut pas se leurrer, les opinions, nos convictions, nos objectifs n'ont pas varié en fait depuis le début du mouvement. Nos opinions notamment vis-à-vis de la question de l'Union européenne. Je rappelle qu'à son origine, reprenons le contrôle, qui était à l'époque Génération Frexit au départ, avant que nous changions de nom, était double. C'était l'union la plus large possible des souverainistes et l'obtention d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. En sachant que le premier, pour nous, était la condition la plus importante pour obtenir la deuxième chose, à savoir le référendum qui est l'objectif principal. Il se trouve qu'en plus de ces deux objectifs, on a quand même élargi et étoffé nos positions, c'est-à-dire qu'on défend la souveraineté au sens large sur toutes les questions énergétiques, migratoires, etc. On n'est pas dans du monothématique, ce que je trouve intéressant, et pourquoi faire de la politique de terrain dans une élection, c'est ce que recherchent, c'est ce qu'attendent les Français. L'Union européenne, pour les Français, c'est une option qui est très abstraite, très éloignée. Il n'y a personne qui me parle de l'Union européenne quand je vais en circonscription,
quand je vais sur le terrain, même si évidemment on le sait, l'Union européenne a des conséquences concrètes sur ces sujets-là et sur le quotidien des Français, ce n'est pas la préoccupation principale. Donc on fait de la politique aussi avant tout pour les gens. Donc voilà pour ce qui était des objectifs, des convictions, et qu'on a étoffé pour une défense plus large et plus long terme de la souveraineté, parce que, comme je le dis souvent, on peut se débarrasser complètement de l'Union européenne, mais le lendemain, en fait, concrètement, vous n'êtes pas plus souverain. Vous avez la possibilité d'être souverain, mais vous n'êtes pas plus souverain, parce que la souveraineté, notamment industrielle, la souveraineté énergétique, ça ne se fait pas en un claquement de doigts par un décret ou par une directive comme pourrait le faire l'Union européenne. C'est un travail le Royaume-Uni, c'est ça, ce qu'a montré exactement le Brexit. Le Brexit, le Royaume-Uni a récupéré les moyens de sa souveraineté, mais le Royaume-Uni n'est pas encore un pays souverain sur tout un tas de pans, et notamment sur la question industrielle. Donc c'est un travail de longue année, c'est un travail plus large, c'est un travail qui est intéressant. Et après, même sur la question en tant que telle de l'Union européenne ou de l'Union des souverainistes, c'est ce qui est ressorti de notre stratégie, c'est-à-dire qu'il faut bien, au bout d'un moment, regarder la réalité et regarder les faits. Quand on regarde la réalité et les faits, c'est que ceux qui se prétendent souverainistes en excluant d'ailleurs le Rassemblement national, en se présentant tous plus purs les uns que les autres ou plus souverainistes les uns que les autres, c'est-à-dire que ce mouvement-là, qu'on appelle souverainisme, mais qui est finalement assez réducteur de réduire à ces parties-là, on voit qu'il ne fait que baisser en fait. Donc on se pose la question de l'efficacité de ces stratégies et de l'efficacité même de leurs représentants. Je veux dire, quand vous prenez les élections européennes, qui sont normalement les élections où la question de l'Union européenne est centrale, donc où ces partis-là pourraient faire les meilleurs résultats, et ces partis tous cumulés, donc en ajoutant le bloc, en gros, Dupont-Aignan, qui était celui qui faisait les plus gros scores, vous ajoutez Asselineau, après derrière il y a eu Philippot en 2019, et même Kuzmanovic en 2024, eh bien, en 2014, vous étiez un peu plus de 5%, même chose en 2019, maintenant tout cumulé, vous êtes quasiment pas à 2%. C'était la même chose au niveau de l'élection présidentielle, en 2017 c'était un peu plus de 5% cumulé, dernière présidentielle c'était 2%. Donc en fait non seulement il n'y a pas de progression, mais il y a pas de progression, décrue. En fait. C'est ça, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'union en plus, parce qu'on pourrait quoi, c'est même en présentant séparément, en ajoutant toutes ces listes séparées, ça ne donne que ça, c'est-à-dire rien. Donc, enfin c'est-à-dire rien, très peu. Donc on voit bien que cette stratégie ne marche pas. Et quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'électorat souverainiste, mais ça veut dire que l'électorat souverainiste ne vote pas pour eux. L'électorat souverainiste vote, que ça plaise ou non, pour le Rassemblement national en écrasante majorité. Et c'est à ce titre-là, en fait, que je dis souvent, et je le maintiens, parce qu'il y en a qui sont complètement binaires, qui disent parce que le RN ne propose pas le Frexit, donc ils ne sont pas souverainistes, comme si souverainiste égale Frexit. Ce qui est complètement absurde. Il y en a même qui vont plus loin, limite en voulant expliquer que le RN serait un parti européiste, ce qui est complètement grotesque. En fait, ce serait de vouloir dire le Rassemblement national, c'est pareil que la Macronie. Mais en fait, ces gens-là sont d'une mauvaise foi crasse, ou du moins ils essaient de faire tourner leur boutique, ou d'amener leur courant, se mettre en opposition au Rassemblement national. Mais quand on regarde les faits, le Rassemblement national, c'est le seul parti déjà qui s'est opposé à la résolution en Ukraine parce que ça a impliqué l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, dans l'OTAN. Le RN s'est opposé à tous les élargissements et continue de le faire. Le RN s'est opposé à tous les transferts de souveraineté à l'Union européenne. Le RN s'est opposé à tous les traités de l'Union européenne. Donc, si les mots ont encore un sens, c'est ce qu'on appelle un parti souverainiste. Et quand on regarde les résultats électoraux, c'est de loin et de très loin le premier parti souverainiste de France. Et donc, c'est pour ça que, et c'est la logique qu'on s'est donnée et qui s'est matérialisée finalement avec ma candidature, avec une investiture par le RN lors des dernières élections législatives, c'est que le navire amiral du souverainisme, c'est le Rassemblement national. Et la progression du souverainisme en France ne passera que par le Rassemblement national. Vous avez une situation politique de toute façon où ceux qui se prétendent uniques porteurs du souverainisme ne pèsent rien électoralement. Et vous avez de toute façon cette réalité politique en France qui est qu'il y a ces trois grands blocs, Nouveau Front Populaire, Macronie
et le camp patriote qui est celui du Rassemblement national. Et c'est aussi ce qui m'avait poussé d'ailleurs à être candidat, et ce que je ne regrette pas du tout, et que si jamais ça devait venir, on continuera à le faire comme ça. Il y a aussi un esprit de responsabilité. Enfin, je veux dire, quelles étaient les autres alternatives à part le Rassemblement national, qui est un parti souverainiste? C'était le Nouveau Front populaire, qui est un parti favorable à l'immigration massive, anti-nucléaire, avec une politique économique de déficit public, on en reviendra peut-être sur le budget, complètement folle. Et de l'autre, vous avez la Macronie qui a déjà montré en 7 ans toute sa nuisance, saccage des finances publiques, transfert de souveraineté tous azimuts, qui essaye de profiter de l'élection de Trump, qui a profité de la crise ukrainienne pour aller encore et toujours vers plus d'Union européenne et donc vers moins de France. Et donc la responsabilité, en fait, face à ces deux dangers, c'est de s'engager auprès du Rassemblement national. Et j'ai envie de vous dire, si vous êtes souverainiste, c'est même la seule façon en fait de faire peser le souverainisme, c'est qu'il y a un bloc fort, notamment via Reprendre le contrôle, qui est notre mouvement, parce qu'on reste un mouvement indépendant, c'est qu'il y a un bloc fort en fait souverainiste, parce que le programme du Rassemblement national en matière migratoire, en matière énergétique, amènera de toute façon des confrontations avec l'Union européenne, et il faut être présent à ce moment-là pour pousser évidemment les options souverainistes et la défense de l'intérêt national. Et donc, quand on est pragmatique, parce que c'est bien beau de vouloir à chaque fois se dire « non, il n'est plus pur, on a raison », mais concrètement, vous ne changez rien à la vie des Français. Et en attendant, la vie des Français, elle ne cesse de se dégrader. Et finalement, il y a une perte de temps, d'argent complètement inutile pour toute une personne. Ça ne veut pas dire que le combat, les idées ne sont pas louables, mais concrètement, il y a la réalité, il y a le pragmatisme politique qui fait que si vous voulez vraiment changer la vie des gens, ça passera évidemment, et je l'ai bien vu en étant sur le terrain en circonscription, ça passera par le Rassemblement national. Et on peut considérer d'ailleurs que si les Français doivent avoir le dernier mot, il faut bien suivre l'avis des Français sur cette question, et donc si les Français souverainistes suivent le RN en écrasante majorité, il faudrait peut-être se poser la question de la pertinence de ne pas valider ce choix en tout cas. Bien sûr, c'est aussi, normalement, on fait de la politique, encore une fois, pour les gens. Et l'électorat souverainiste, il a déjà tranché depuis un moment, et de plus en plus, quand on voit les scores résiduels de ces mouvements-là, que la souveraineté, ceux qui peuvent le défendre, ceux qui peuvent gagner, de toute façon, c'est le Rassemblement national. Voilà pour notre actualité de rentrée qui va se poursuivre notamment sur YouTube, puisque nous avons pu tourner aussi d'autres entretiens avec notamment des invités. Un entretien avec Jérôme Sainte-Marie qui arrivera bien entendu sur la chaîne d'ici la fin du mois. Un petit mot, parce que c'est dans l'actualité immédiate et que c'est en partie lié aussi à l'actualité, à la potentielle future actualité électorale. C'est que, on est en pleine discussion sur le budget, Michel Barnier tente tant bien que mal de naviguer au travers des différents blocs, sachant que lui-même est issu d'un groupe extrêmement minoritaire, et le budget qui a été finalement voté à l'Assemblée nationale pour être envoyé au Sénat, enfin avant son envoi au Sénat, donc débarrassé des amendements dont le gouvernement ne voulait pas, est un budget de briquet de broc qui a été marqué par une forte influence du NFP notamment. Une motion de censure pourrait se profiler contre le gouvernement Barnier. On ne sait pas quelle est exactement l'attitude du Rassemblement national sur la question. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur ce budget, justement et quel budget pourrait advenir en 2025? Alors, effectivement, le budget part au Sénat. Il faut savoir qu'il y a eu un vote sur le budget qui a été, avec tous les amendements qui avaient été introduits, en majorité d'ailleurs par le Nouveau Front populaire. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Le budget a été voté contre, avec en gros la Macronie, LR et le RN qui votent contre ce budget amendé. Mais c'est le budget initial qui va aller au Sénat. Et le budget initial est déjà très problématique parce qu'il faut appeler un chat. C'est un budget en fait de matraquage fiscal. C'est-à-dire que Michel Barnier avait annoncé qu'il fallait faire des efforts à hauteur de 60 milliards et que ça allait se décomposer en 2/3 de baisse des dépenses publiques et 1/3 de hausse des recettes, donc hausse des prélèvements obligatoires, hausse des taxes et impôts.
Sauf que quand on regarde la réalité, c'est que c'est même pas l'inverse. C'est-à-dire que le Haut Conseil des finances publiques nous explique que c'est plutôt 70% de hausse des prélèvements obligatoires et enfin des taxes et impôts et 30% de baisse des dépenses publiques, mais en fait c'est même pas ça, parce que ce soit le gouvernement ou ce Conseil des finances publiques, ce qu'ils disent c'est il y a une baisse des dépenses publiques, pas une baisse en valeur absolue, c'est-à-dire une baisse comme tout le monde le comprend, je dépense 100, finalement l'année prochaine je dépense 95, je dépense moins. C'est pas ça, c'est qu'ils se disent, ce qui est une espèce d'arnaque, si la tendance naturelle avait continué, j'aurais pas dépensé 100, j'aurais dépensé 120, et finalement je dépense que 105, et donc je baisse les dépenses publiques. C'est une baisse de la hausse. Vous augmentez les dépenses publiques. Quand on regarde la réalité, il n'y a qu'une hausse des prélèvements obligatoires, et la dépense publique, elle augmente en valeur, et elle augmente même, c'est-à-dire en volume, si vous enlevez l'inflation, elle augmente de 0,7%. Donc c'est-à-dire qu'il continue, malgré la situation financière, à augmenter la dépense publique. Et le budget Barnier, c'est une hausse des taxes et impôts de 30 milliards d'euros. Ils ont essayé de faire la communication en disant on va toucher uniquement les très riches, etc. Mais ça, c'est un truc qui va rien rapporter. Concrètement, les grosses hausses de recettes, ça va être une taxe sur l'électricité qui va toucher absolument tout le monde. Ils veulent faire une taxe sur les frais de notaire, ça touche absolument tout le monde. Des taxes sur les billets d'avion, ça touche beaucoup de personnes. Et donc, c'est un budget de matraquage fiscal qui est, à mon sens, complètement irresponsable et dangereux, parce qu'on est dans une situation économique et sociale en France où, depuis 2021, les salaires ne suivent pas l'inflation, donc où il y a une paupérisation croissante. Elle ne suit pas l'inflation de l'INSEE qui a un panier moyen, mais c'est-à-dire que la paupérisation et la perte de pouvoir d'achat pour les classes moyennes et populaires, elle est pire parce que dans leur panier, les postes alimentaires, énergie, transport, qui sont ceux qui ont le plus augmenté, qui ne sont pas aussi reflétés, ils sont plus importants. Donc en fait, il y a une paupérisation encore plus grande des classes moyennes et populaires. Et plutôt que de faire des efforts et de baisser les dépenses publiques, c'est eux qui ont créé cette situation quand même financière et budgétaire, ils partent dans du matraquage fiscal qui va encore plus étrangler le pouvoir d'achat des Français. Et donc je pense que c'est irresponsable et c'est très dangereux de faire ça. Je veux dire, la situation française, c'est quoi? C'est qu'on est à 48% de prélèvements obligatoires, 48% du PIB, 57% des dépenses publiques. Toute personne rationnelle, on est en record au niveau des deux. Mais quand vous avez déjà un record des prélèvements obligatoires, vous ne pouvez pas vous dire on va encore augmenter les prélèvements obligatoires. Parce que c'est une catastrophe pour le pouvoir d'achat, c'est une catastrophe pour la compétitivité aussi des entreprises. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, à l'intérieur d'ailleurs de ces 48%, faire de la justice fiscale, mais sans augmenter le niveau des prélèvements obligatoires. Et bien eux, plutôt que de se dire les 57, on va les faire tendre vers les 48%, les 57% de PIB de dépenses publiques, ils augmentent encore la dépense publique et ils augmentent encore les prélèvements obligatoires. Donc c'est une catastrophe. C'est pour ça que le budget en l'état du gouvernement n'est pas acceptable. Et si taxe sur l'électricité, etc. restait, à mon sens, il y aura une motion de censure du RN par cohérence politique. Mais ensuite, il y a un jeu encore plus cynique et ignoble en fait, de la Macronie. C'est que ce qu'ils ont fait pour justifier leur budget, qui est un budget de matraquage fiscal, à l'Assemblée nationale, ils désertent les rangs de l'Assemblée pour que le nouveau Fonds populaire puisse passer des amendements. C'est d'ailleurs hallucinant, hein, les députés sont payés normalement pour voter la loi. Vous avez les députés macronistes qui sont à moins de 20% de participation au vote. La députée qui a été élue face à moi dans la Nièvre, d'après la circonscription, elle siège à la commission des finances. Quand on est en commission des finances, le texte le plus important à voter, c'est le budget. Cette dame, Perrine Goulet, j'ai calculé et j'ai regardé du 22 octobre au 12 novembre, pendant la période d'examen du budget, elle a été présente à 13% des votes. C'est un scandale absolu en fait. Elle devrait être payée 13% de son salaire. Un député est payé pour voter la loi. Il y a des jours entiers où elle n'a pas fait un vote. C'est hallucinant. Et c'est le cas de toute la Macronie. Et pourquoi ils ont fait ça de manière extrêmement cynique? C'était pour que le nouveau Fonds populaire passe leurs amendements. Et on est passé de 30 milliards de hausse des prélèvements obligatoires à 60 milliards avec le nouveau Fonds populaire. Et donc, qu'est-ce que va faire le gouvernement? Parce qu'après que ça va être au Sénat, ça va retourner à l'Assemblée, il va y avoir à nouveau des amendements, etc. Ils vont dire le budget que propose le nouveau Fonds populaire irresponsable, c'est du matraquage fiscal, ce qui est vrai, mais c'est exactement ce qu'ils font eux-mêmes, dans une ampleur moindre.
Et donc on va passer notre budget, par 49.3. Donc c'est d'un cynisme absolument dingue. C'est irrespectueux vis-à-vis des Français, parce que quand vous êtes élu par les Français, en l'occurrence elle par les Nivernais, et que vous votez à 13% des votes, c'est un manque de respect vis-à-vis des électeurs. Et c'est évidemment pas normal, et c'est vraiment une stratégie qui est minable et qui est une stratégie en réalité du pire. Ils n'assument pas, ils ne veulent pas assumer leur budget, et donc ils passent par les dingueries du Front populaire pour quelque part atténuer leur budget. Mais leur budget reste un budget de matraquage fiscal. Ce qui est d'autant plus hypocrite de leur part, c'est qu'ils se présentent comme le parti de la raison et de la responsabilité. Ils adorent cette expression « en responsabilité », mais en réalité, ils sont irresponsables, puisqu'ils provoquent eux-mêmes le sabotage des finances du pays. C'est ça, et puis quand vous avez, je veux dire, les LR, les macronistes qui ne cessent de donner des leçons de dépenses publiques. Bon, les LR maintenant, c'est le parti aussi de la hausse des taxes et impôts, LR, comme ils font partie de ce gouvernement-là, et la Macronie, rappelons quand même que c'est 950 milliards de dette publique en 7 ans, il avait fallu avant 53 ans pour faire ça, c'est la pire gestion publique d'Europe, c'est le pays d'Europe qui a le plus augmenté le ratio de dette sur PIB, donc la Macronie a saccagé les finances publiques, et la Macronie, le duo notamment Le Maire-Macron, est un duo, contrairement à ce qu'ils disent, complètement irresponsable et absolument nul sur le plan financier. En tout cas, maintenant, Impôts, le renouveau, travaille à Lausanne, donc il a au moins quitté le territoire national. Merci Charles-Henri pour ces quelques mots sur le budget. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler, puisque l'actualité va être riche sur la question, surtout si, d'aventure, ce qui n'est jamais arrivé, le budget est passé par ordonnance au commencement de l'année prochaine. Je te remercie pour ta venue aujourd'hui. Je remercie évidemment tous nos auditeurs pour nous suivre régulièrement. N'oubliez pas que ce numéro de Table Ouverte donc, est un numéro qui a vocation à se reproduire, puisque nous sortons à peu près une vidéo par mois sur ce sujet. Évidemment, nous avons tous nos autres formats, contre-pied et évidemment franc-parler, qui, s'ils vous plaisent, doivent être partagés au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer toutes nos vidéos, puisque nous avons bien l'intention de revenir toujours plus motivés que jamais à chaque mois. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.